parti. Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire organisé par MindMe avec la participation d'Advance. On va se présenter avec Virginie et on va ensuite rentrer dans le vif du sujet. Virginie, je t'en prie. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Virginie Legal. Je suis directrice du développement au sein de MindMe. MindMe, la fabrique du fundraising digital, où j'accompagne les associations et fondations pour le déploiement de l'ensemble de leur stratégie digitale, à 99%, mais pas que, en vue de travailler l'engagement des donateurs et la collecte de fonds, bien entendu. Et je suis accompagnée de Benjamin. Donc, moi, je m'occupe du marketing chez Advance. On est une société de services spécialisée dans la cybersécurité. Notre objectif, il est simple, c'est de vous protéger. C'est de protéger les organisations publiques comme privées face à la menace cyber, face aux différents risques de cyberattaques, de non-conformité, d'incidents pouvant impacter la bonne marche de vos systèmes d'information. Alors, on est une société française de 400 experts et on a lancé à l'été 2021 un fonds de dotation qui nous permet de pousser un certain nombre d'initiatives qui nous tiennent à cœur et de projets à impact, comme notamment le fait de pouvoir rendre la cyber accessible à toutes les organisations qui en ont besoin, en particulier les associations, les ONG, les acteurs de la filière économique, sociale et solidaire, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, on va le voir, et malheureusement, certaines de ces structures ne sont pas spécialement bien préparées parce qu'on n'a pas toujours les bons réflexes. Donc, l'objectif de cette session, c'est justement de vous faire un tour d'horizon d'un certain nombre de problématiques de cyber et surtout de vous donner des conseils pour que vous puissiez progressivement, peu à peu, augmenter votre niveau de robustesse, votre niveau de préparation face à la menace cyber. Je partage les slides, donc si jamais il y a des questions sur le chat, Virginie, je t'invite à les partager parce que je ne pourrai pas les voir et n'hésitez pas justement à utiliser le chat intégré dans Google Meet pour interagir avec nous. On va démarrer donc par un petit tour d'horizon de quelques actualités qui rappellent à quel point la menace cyber est concrète et justement d'actualité. Et ensuite, on enchaînera sur un certain nombre de bonnes pratiques en essayant le plus possible de les décliner à votre contexte, par rapport à vos enjeux, par rapport aux problématiques qui sont les vôtres. Le constat, déjà, de base est assez évident, c'est que la cybersécurité, c'est un sujet qui fait de plus en plus la une des journaux. À la fin du mois d'août, c'était par exemple l'hôpital sud-francilien qui a été attaqué et on continue encore d'en parler suite à la divulgation de données qui ont été faites par les attaquants. On a vraiment une explosion du nombre d'attaques parce que les attaquants sont de plus en plus professionnels et de plus en plus nombreux. C'est malheureusement un business très rentable que celui de la cybercriminalité et les attaquants ne ciblent pas toujours leurs victimes. Parfois, ils attaquent un peu dans tous les sens et ils ne s'en prennent pas exclusivement à des entreprises. Ils peuvent s'en prendre également donc à des associations, à des ONG également, à des acteurs publics. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas le nom de votre organisation qui fasse la une des journaux, que vous ne soyez pas le prochain nom sur la liste. Alors concrètement, quelques actualités encore plus marquantes par rapport à votre contexte, à vos enjeux, c'est déjà un certain nombre de chiffres. C'est de se rappeler à quel point, encore une fois, c'est très concret, hein, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas des choses qu'il y a dans les films de science-fiction. Les cyberattaques, c'est malheureusement le quotidien de beaucoup d'organisations. L'année dernière, c'était plus de 2500 attaques par ransomware. Donc, les ransomware, ce sont des types de virus qui vont venir verrouiller les données, qui vont chiffrer les données en échange du paiement d'une rançon. Donc là, vous imaginez que d'un seul coup, tous vos ordinateurs, serveurs, tous vos fichiers sont verrouillés, sont chiffrés, vous n'y avez plus accès, sauf si vous acceptez de payer une rançon qui peut parfois s'élever à plusieurs centaines, milliers, voire millions d'euros. D'autant plus que le paiement de cette rançon, évidemment, ne vous garantit pas l'accès aux données, les cyberattaquants n'étant pas toujours, évidemment, des gens très honnêtes. Ce chiffre-là, c'est des attaques qui ont été vraiment avérées. Il y a énormément de tentatives d'attaques qui parfois concluent, parfois ne concluent pas. Et évidemment, il y a une certaine omerta. Peu de gens acceptent de remonter les attaques, de partager ce genre de choses. Donc, les chiffres qu'on a sont évidemment très faibles, plus faibles que la réalité. En France, par exemple, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme d'assistance aux victimes de cyberattaques, avait reçu
plus de 1800 signalements, mais cela ne représenterait que 10% des cas. Donc, on voit des chiffres assez concrets. Et si on regarde une des conséquences en fait des attaques, c'est quand on s'en prend à des données à caractère personnel, donc des données d'identité, d'état civil, des adresses, des données de paiement de personnes, ça fait des chiffres avec énormément de zéros, tout simplement parce que les bases de données sont nombreuses, sont bien remplies. Et donc, quand on réussit une attaque, on est capable de mettre la main sur beaucoup d'attaques. Et très souvent, ces attaques permettent de revendre les données. Hein. Les pirates ne font pas ça bénévolement. L'objectif est de gagner de l'argent. Et très souvent, quand on vole des données, c'est pour les revendre sur des marchés noirs de la donnée, sur le web ou le dark web. Concrètement, c'est arrivé à la Croix-Rouge, à l'organe international, me semble-t-il, de la Croix-Rouge. Donc déjà, l'élément marquant, c'est de se dire pourquoi s'en prendre à quelque chose d'aussi bon, d'aussi louable que les activités de la Croix-Rouge. Le revers de la médaille, quand on regarde l'élément intéressant pour l'attaquant, c'est justement la nature des données. Ça peut être des données sur des réfugiés qui peuvent intéresser certains groupes d'attaquants, certaines mouvances politiques, certains groupes en fonction des pays. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien qu'on est protégé, qu'on est à l'abri des attaques. Et donc, la Croix-Rouge, en début d'année, fin 2021, début d'année, a déclaré être victime d'une cyberattaque avec donc, du vol de données. Encore une fois, des choses très concrètes et ce ne sont pas nécessairement des données de n'importe qui dans les bases de données de la Croix-Rouge. Donc, c'est des données qui peuvent avoir une certaine valeur, outre le volume, en fait, qui va derrière générer de l'argent quand on les revend. Ça peut être unitairement certaines lignes qui représentent des personnes intéressantes pour des groupes d'attaquants qui peuvent être téléguidés, on va dire, par des États, par des groupes politiques, des terroristes, etc., etc. On a également Amnesty International, il y a quelques années, qui avait été victime d'attaques. En l'occurrence, c'était l'entité de Hong Kong. Donc derrière, on imagine bien les implications géopolitiques que ça peut représenter. Et on voit que dans certains cas, on a des attaques très sophistiquées. On parle dans cet article, par exemple, de menaces persistantes avancées. Le terme du jargon consacré, c'est APT, Advanced Persistent Threat, qui désigne des méthodes d'attaque assez sophistiquées qu'il est parfois difficile de détecter. Et ce sont des attaques qui peuvent durer pendant très longtemps. Vous pouvez, sans le savoir, héberger un attaquant qui, pendant des semaines, des mois, voire une année, va régulièrement siphonner vos bases de données ou tout simplement écouter ce que vous faites et récupérer des informations. Encore une fois, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Ça arrive à des États, à des administrations, à des entreprises et ça peut arriver également à des structures, comme ça a été le cas avec Amnesty International. Et puis, plus récemment, et on en parle encore, les événements en Ukraine, la guerre en Ukraine a également une dimension sur le champ cyber. Malheureusement, maintenant, les guerres se déploient sur la terre, dans les airs, sur la mer, mais également dans l'espace cyber. Et très souvent, quand on a un événement de ce type, on a des répercussions en amont ou en aval sur le domaine cyber. Donc, il y a eu beaucoup d'articles sur des attaques perpétrées par la Russie contre l'Ukraine ou contre les pays qui étaient contre la Russie et plutôt pro-Ukraine. Et on a également, dans toute cette dynamique, des effets malheureusement d'aubaine d'attaquants qui notamment peuvent s'en prendre à des données à des réfugiés parce que, pareil, dans une base de données de réfugiés, on peut trouver les coordonnées de la famille d'un soldat ou d'un responsable ukrainien. Et donc, ça peut être des données extrêmement intéressantes, malheureusement, pour la Russie qui voudrait s'en prendre à ces personnes. Donc, on est bien sûr, voilà, encore une fois, des données personnelles qui peuvent être volées en masse pour nuire, pour gagner de l'argent, pour les revendre, mais ça peut être aussi des données dans lesquelles on va venir chercher des lignes particulières dans une base de données parce qu'on cherche des informations sur une personne, sur un attaquant ou sur quelqu'un qui est intéressant pour un régime ou pour un groupe de terroristes. Donc, tout ça, c'est très concret. Vous pouvez malheureusement être victime. Il ne suffit pas d'avoir une activité lucrative. Il n'y a pas que les entreprises qui génèrent du profit qui sont la cible des attaquants. Encore une fois, tout ce que vous représentez, vos données, votre organisation peut intéresser un attaquant. Les données de vos collaborateurs, des bénévoles, les données des donateurs, mais également les données des personnes que vous protégez ou dont vous vous occupez. Malheureusement, tout ça, c'est une réalité.
Donc, l'objectif maintenant, ça va être de se dire qu'est-ce qu'on fait concrètement. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vous faire peur, on est là pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire et surtout, on va vous donner des conseils, des astuces et des éléments pour mettre en place progressivement les mesures de protection de vos organisations. Avant de rentrer dans le détail de ces bonnes pratiques, on va refaire un petit tour d'horizon de votre écosystème pour vous montrer justement pourquoi, par rapport à l'écosystème type d'une organisation, type association, pourquoi malheureusement vous avez du travail, pourquoi il y a pas mal de choses à prendre en compte dans une démarche de sécurisation de vos données et de vos systèmes d'information. Merci Benjamin. Donc effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les cas qu'on vient de voir sont des cas très réels et qui nous concernent. C'est un sujet qu'on traite peu, finalement, en tout cas au quotidien, mais c'est un sujet qui nous a semblé important dans les échanges qu'on a pu avoir avec Benjamin et notre partenaire Advance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mani, vous proposez ce webinaire. Pourquoi? Parce que là, on a une partie de l'écosystème qui est globalement l'écosystème un peu type des associations, donc avec un site principal, votre site institutionnel de l'association, sur lequel on va déployer des campagnes avec des pages dédiées aux campagnes, des mini-sites dédiés aux campagnes qui vont être en sous-domaine, en sous-dossier, mais qui sont rattachés du coup à votre site principal. Dans ce site principal, on peut avoir des inscriptions à la newsletter, on peut avoir des choses qui sont liées à la captation de sympathisants hébergés sur votre site principal, notamment pour des associations qui ont une fibre très militante, donc des choses où on va récupérer de la donnée via votre site. On a le module de dons, donc en fonction de votre fournisseur, Eraser, GiveExpert, Helloasso, donc des modules de dons où là transite aussi de l'information personnelle parce qu'on a notamment tout ce qui est contactabilité. Tout ça étant géré par du Web Analytics, souvent Google Analytics, donc avec déjà les questionnements qui sont aujourd'hui des questionnements pas de cyber, mais de RGPD, etc., sur lesquels on travaille tous depuis quelques temps. Et puis, on va avoir autour tout ça qui va se déverser dans des bases de données, soit liées au site, soit liées au module de dons, avec plus ou moins de communication. On le sait, vous n'êtes pas forcément tous avec des flux descendants, montants, etc. Il y a des imports qui sont faits, des exports qui sont faits parfois sur les modules de dons à titre effectivement de traitement, d'analyse des campagnes qu'on peut faire en termes de ROI. Donc finalement, il y a des flux, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qu'on sort et qu'on stocke à différents endroits, qu'on peut envoyer à des partenaires extérieurs. Et puis, on a aussi tout ce qui est médias sociaux, où là aussi, on peut avoir des dons à travers notamment Facebook Donate ou Instagram. On partage une partie de ces informations avec les plateformes. C'est le cas quand on va aller faire du retargeting ou remarketing en prenant nos bases de données et en les partageant dans l'univers méta, notamment Facebook. Et puis, on peut avoir d'autres prestataires avec qui on va partager aussi ces données. C'est le cas du TMK, télémarketing, pardon. C'est le cas du face-to-face. Ou c'est le cas, effectivement, de captation de leads ou de sympathisants externes qui vont être faits par des partenaires et qui, à un moment, vont nous fournir la data qu'on va réimporter. Donc, finalement, même si tout se passait dans le meilleur des mondes et tout était connecté, on voit là, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de données qui circulent, qui transitent. Et l'idée, aujourd'hui, comme le disait Benjamin, c'était plus de vous donner un peu des clés, des astuces, ou en tout cas des bonnes pratiques et des conseils pour faire attention à cette data qui transite et éviter, tant que faire se peut, d'avoir effectivement des failles de sécurité. Effectivement, et on voit bien avec ce paysage applicatif que malheureusement, beaucoup de choses peuvent être exploitées par un attaquant, prendre la main sur des modules de dons, des modules de paiement pour faire réorienter le paiement vers le compte d'un attaquant ou d'une personne malveillante. Ça peut être prendre la main sur vos comptes de réseaux sociaux pour envoyer de la contre-information ou faire passer des messages opposés aux vôtres. Ça peut être tout simplement pirater les différents serveurs et ordinateurs que vous utilisez. Il y a beaucoup de points sur ce visuel qui peuvent être des portes d'entrée pour des attaquants.
Et l'autre point que Virginie a également abordé, c'est la conformité. Un des drivers de la cybersécurité, c'est d'éviter les attaques, d'éviter les pertes de confidentialité ou de disponibilité. Mais un autre driver, c'est aussi, et il est important de le rappeler, la mise en conformité, le respect des exigences réglementaires. Il y a évidemment le règlement européen en matière de données à caractère personnel, le fameux RGPD. Vous manipulez un certain nombre de données à caractère personnel, vous devez vous mettre en conformité. Et parfois, on ne pense pas toujours à toutes les données, à l'ensemble du périmètre qui est soumis à cette réglementation. Donc, c'est aussi un élément intégré à la mise en conformité par rapport à un certain nombre d'exigences externes. Donc, on va rentrer dans le vif des bonnes pratiques. On a présenté ça sous la forme d'un certain nombre de thématiques sur lesquelles on vous propose d'échanger, de partager différentes bonnes pratiques, différents réflexes. Il faut bien avoir en tête que cette cybersécurité, elle a un coût, entre guillemets. Là, on va vous présenter des solutions qui sont les moins coûteuses possibles par rapport à des logiciels, du matériel, mais c'est surtout des habitudes, du changement. Il va falloir accepter de changer des petites choses dans le quotidien, mais très vite, ça va devenir des réflexes pour justement être mieux protégé nativement, on va dire. L'objectif étant souvent de faire ce qu'on appelle du security by design, où ça devient un réflexe, c'est ancré dans votre façon d'utiliser les outils numériques. Et à la fin, on fait de la sécurité sans s'en rendre compte et on est un peu mieux nativement protégé. Le premier sujet, qui est un classique dans la cybersécurité, c'est les mots de passe. Évidemment, le mot de passe, c'est quelque chose que tout le monde connaît, qu'on utilise au quotidien. Ça appelle derrière la problématique de l'authentification. Vous prouvez qui vous êtes au système pour pouvoir accéder aux fonctionnalités proposées par le système. Donc, c'est un classique, c'est quelque chose d'incontournable. Il faut pouvoir ouvrir la porte. Mais évidemment, des mots de passe, on en a beaucoup, on en a trop. On est toujours tenté de les écrire sur un petit papier, un petit post-it, un carnet. On a envie de donner le mot de passe à un stagiaire, à un collègue, à un partenaire parce que c'est plus simple. Mais évidemment, tout ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut essayer d'améliorer, on va dire, son comportement vis-à-vis du mot de passe parce que c'est quelque chose d'incontournable, mais trop souvent maltraité. Évidemment, c'est un petit peu pénible, mais il y a des solutions justement, et on va en parler. Déjà, la première chose à intégrer, c'est comment on définit un bon mot de passe. Le mot de passe, il doit être facile à retenir pour vous, parce que sinon vous allez le perdre, vous allez être tenté de l'écrire sur un bout de papier. Et il doit être évidemment compliqué à deviner pour un attaquant. Les attaquants utilisent des techniques qu'on appelle de force brute, où ils vont aller tester un dictionnaire des mots de passe les plus courants. Et nous, on fait souvent des analyses de mots de passe, et les mots de passe les plus courants sont assez ridicules, entre guillemets. Ça parle de vacances, de soleil, du prénom des enfants ou du nom du chien. Évidemment, ce n'est pas des bons mots de passe, c'est trop facile à deviner. Donc, il faut trouver des choses plus compliquées. On va montrer un exemple par la suite. Et surtout, un mot de passe, c'est rien que pour vous, ça ne se partage pas et on ne met pas le même mot de passe partout. Parce que, encore une fois, c'est trop facile. C'est-à-dire qu'un attaquant qui récupère votre mot de passe va pouvoir utiliser ce mot de passe partout. Votre mot de passe de messagerie au travail, si c'est le même que le mot de passe de votre compte mail perso, de votre Facebook, de votre LinkedIn, de votre banque en ligne, etc., etc. On voit bien tous les dommages qui peuvent être faits à la maison. Vous ne faites pas attention, vous vous inscrivez sur un site un peu louche, un attaquant récupère le mot de passe et il va s'en servir pour se connecter à l'informatique de votre organisation. Donc, il faut essayer, tant que faire se peut, d'éviter d'avoir le même mot de passe. Petit exemple sur cette slide sur comment construire un mot de passe. Donc, vous pouvez utiliser une phrase qui vous parle, une phrase que vous avez une facilité à retenir, un dicton, une parole de chanson, etc., etc. Et vous allez, par exemple, prendre les premières lettres de chaque mot en essayant d'intégrer un petit peu de caractères spéciaux, comme on dit, des chiffres, des caractères de ponctuation, etc., etc. Donc, on a un exemple là, je possède un super mot de passe ultra robuste qui, donc, en intégrant un petit peu de majuscules, minuscules, de chiffres, de lettres, peut donner un mot de passe tout à fait robuste, donc qui est assez long, qui mélange des jeux de caractères différents et qui surtout n'est pas lié à un mot du dictionnaire, donc ça le rend plus difficile à deviner. Il ne faudra pas tous prendre celui-ci. Voilà, mais j'avais une petite question, Benjamin, que peut-être certains se posent. Quand on enregistre ses mots de passe dans Google, par exemple, sur son compte, est-ce que c'est une bonne pratique? Parce que justement, on a des mots de passe parfois longs. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette technologie ou est-ce que tu ne conseilles pas?
Alors, je conseillerais plutôt de faire appel à un coffre-fort de mots de passe, j'allais en parler. Donc, c'est ce que propose un peu nativement Google ou Apple dans le monde des Mac. Il retient vos mots de passe, il les met dans un coffre-fort, mais par prudence, on va conseiller d'utiliser un autre logiciel, un autre composant de mots de passe. Il y a des logiciels gratuits, open source et de très bonne qualité pour des coffres-forts de mots de passe. On pourra vous envoyer les liens, mais il y a notamment KeePass et une solution qui s'appelle Bitwarden. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces coffres-forts de mots de passe ne sont pas liés à un géant du net comme Google, Apple ou autre, et vous allez pouvoir l'utiliser depuis plusieurs ordinateurs pour Bitwarden par exemple, et ça va vraiment retenir les logins, les mots de passe, ça va vous aider à générer un mot de passe compliqué, et du coup, vous n'aurez qu'à retenir le mot de passe du coffre-fort, donc qui celui-là pourra être super compliqué, mais ça sera le seul mot de passe à retenir, et après au quotidien, c'est votre coffre-fort qui sera votre mémoire, qui va remplir les champs login et mots de passe des différents sites et applis mobiles que vous utilisez. Donc, il vaut mieux plutôt utiliser un coffre-fort tiers que les solutions proposées par Google et Apple. Et tant que faire se peut, on vous invite à activer cette fonctionnalité qui s'appelle le MFA pour renforcer l'authentification, renforcer la sécurité d'accès à vos différents comptes. Le MFA, ça veut dire Multi-Factor Authentication. C'est donc de l'authentification à plusieurs facteurs, souvent 2 facteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur d'authentification? C'est tout simplement la preuve que vous donnez quand vous vous connectez. Par défaut, il y a un facteur qui est le mot de passe. Très souvent, avec le multifacteur, en fait, on parle de 2 facteurs. C'est un mot de passe et un code à usage unique qui va vous être envoyé par SMS ou qui va être généré par une petite application que vous allez installer sur votre smartphone. Beaucoup de services en ligne maintenant proposent nativement et sans surcoût d'activer le MFA. Sur Office 365, sur la suite Google, sur beaucoup de sites comme Facebook, Instagram, LinkedIn, vous pouvez, et on vous invite à activer l'authentification forte. C'est un petit réflexe à prendre. Ça veut dire que quand vous accédez à un site, il va falloir avoir sous le coude votre téléphone parce que vous allez recevoir un SMS ou vous allez lancer une petite application qui génère des mots de passe à usage unique, mais c'est vraiment quelque chose de très puissant pour monter d'un cran la sécurité parce qu'évidemment, si vous faites voler votre mot de passe, il va falloir également vous voler votre téléphone pour pouvoir accéder au générateur de code à usage unique. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous allez gagner quand même sensiblement au niveau de sécurité. Et encore une fois, c'est très présent maintenant dans les différents services en ligne. On pourra vous partager des tutos, mais si vous cherchez MFA Facebook, MFA Google, MFA Office, c'est relativement simple à activer. Et encore une fois, c'est un petit réflexe à prendre, mais qui peut apporter beaucoup en cas de pépin. Autre sujet dont on a également parlé, c'est la protection des données à caractère personnel. Vos activités, ça s'appuie sur le traitement de données à caractère personnel. Le point important, c'est d'avoir en tête tout ce que peut être une donnée à caractère personnel. Évidemment, le nom, le prénom, mais ça peut être aussi l'adresse IP, l'adresse de l'ordinateur avec lequel vous vous connectez, avec lequel un donateur se connecte à votre site. Ça peut être évidemment les adresses mail, les adresses postales, etc., etc. Le champ d'application, la définition des données à caractère personnel est assez vaste. Et justement, donc c'est tout ce qui est défini, notamment par le RGPD, donc qui est une loi qui porte qui s'applique à tous les pays d'Europe et également aux organisations non européennes qui font des activités en Europe. Le point important, c'est d'avoir en tête que ces textes traitent de la donnée à caractère personnel, mais traitent plus globalement de ce qu'on appelle le traitement des données à caractère personnel. Et un traitement, en fait, c'est beaucoup de choses. Un fichier Excel avec une liste de participants à un événement, un fichier Google Sheet avec la liste des donateurs, une feuille de papier avec la liste des personnes que vous rencontrez lors d'un salon, lors d'une manifestation, etc., etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de cas très concrets et très simples d'usage de traitement de données qui sont en fait soumis à cette réglementation. Donc, c'est extrêmement important. Vous devez protéger ces données et au-delà de la protection, vous devez également permettre aux différentes personnes dont vous traitez les données de faire valoir leurs droits. Par exemple, un donateur peut vouloir supprimer ses données, peut vouloir accéder à l'ensemble des données que vous détenez le concernant. Donc, ça fait partie des obligations. Le règlement est assez riche, malheureusement, mais l'objectif étant de protéger les personnes. Donc, il est quand même tourné vers la personne dont on utilise les données. Le point sur lequel on va parler aujourd'hui, c'est
un des champs, un des ensembles de mesures du règlement qui sont la protection des données. Il y a plein de choses sur la portabilité des données, l'accès aux données, etc., etc. Là, on va déjà se concentrer sur la protection des données, l'objectif étant de garantir la confidentialité des données, parce que, évidemment, quand on met ces données dans un service en ligne, quand vous récupérez les données de personnes dont votre association s'occupe, la personne, elle n'a peut-être pas envie que ces données se retrouvent sur la place publique, qu'elles soient exposées sur Internet ou vendues sur le dark web. Donc, il faut protéger ces données. Une solution qui est le plus couramment utilisée, ça va être ce qu'on appelle le chiffrement, donc toutes les techniques de cryptographie qui vont permettre de protéger les données lors de l'envoi. Donc ça peut se faire par exemple avec un fichier zip sur lequel on va activer le chiffrement. Vous devez envoyer une liste de contacts à un prestataire. Donc déjà, il y aura probablement des éléments contractuels, on pourra en reparler, à intégrer dans la relation que vous avez avec le prestataire, mais surtout au quotidien, au lieu de lui envoyer le fichier Excel ou le fichier Google de façon simple par mail, vous le mettez dans un fichier zip, vous faites clic droit, chiffrement, vous définissez un mot de passe, et déjà, ça va garantir un petit peu plus de sécurité que l'envoi simple de la pièce jointe sans protection. Ça va vous éviter justement que si un tiers par erreur récupère le mail parce que vous êtes trompé dans l'adresse mail, parce qu'il y a eu un forward malheureux, ça va éviter que ces données soient récupérées de façon accidentelle. Donc voilà, c'est une solution simple. Et puis dans beaucoup d'outils, si par exemple vous mettez en ligne un site pour une opération, pour une campagne, etc., évidemment activer les options de chiffrement quand elles existent. Et c'est quelque chose de plus en plus répandu. Parfois, c'est activé par défaut, mais très souvent, malheureusement, c'est des solutions qui sont intégrées dans les solutions, dans les services en ligne, mais qui ne sont pas activées. Donc, on vous invite à mettre en place et avoir un focus particulier sur l'activation de fonctions de protection et notamment de chiffrement des données. Et l'autre point qui est un fondamental aussi du réglementaire, c'est ce qu'on appelle le registre des traitements. En gros, vous devez lister en fait l'ensemble des traitements de données à caractère personnel que votre organisation fait, que vous soyez à l'initiative de ces données, ou vous soyez un peu le sous-traitant d'un autre partenaire qui vous transmettrait des données. C'est très important de tenir ce registre. D'une part, c'est une obligation réglementaire, mais d'autre part, ça va vous permettre aussi, vous, de vous rendre compte où vous avez de la donnée, avec qui vous la partagez, qui a accès à ces données, comment vous la protégez, et si malheureusement il vous arrive un gros pépin de type fuite de données, vous allez pouvoir consulter le registre et vous rendre compte de l'impact en fait de l'attaque, avec qui aurait pu accéder à la donnée, quels sont les partenaires concernés, etc., etc. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants. Parce que, évidemment, si vous avez une attaque avec vol de données, donc imaginez une attaque de type ransomware, vos données sont chiffrées, sont verrouillées, vous ne pouvez pas y accéder, et en plus de ça, l'attaquant a volé les données, c'est double peine, vos activités sont à l'arrêt ou ralenties, et en plus de ça, potentiellement, vous êtes sous le coup de l'amende du règlement européen, puisque on n'en a pas parlé, mais évidemment, il y a les sanctions qui sont prévues dans ce texte. Alors, évidemment, les sanctions sont liées souvent au chiffre d'affaires, donc si on ne fait pas de chiffre d'affaires, je ne sais pas comment ça se calcule, mais en tout cas, malheureusement, il peut y avoir des sanctions, ne serait-ce que l'impact en termes d'image de marque de la CNIL à l'encontre de votre organisation. Ça ne donne pas confiance, malheureusement, envers l'organisation. Donc, c'est extrêmement important. Et encore une fois, c'est des bons réflexes. Ça devient des réflexes par défaut. J'utilise un nouveau service, je partage de la donnée, je mets à jour mon registre pour savoir ce que je fais des données, quel type de données, comment je les protège, etc., etc. Un autre point également important qui va venir un peu souvent supporter en fait les activités de l'organisation, et en particulier les activités de traitement de données à caractère personnel, c'est les outils, et en particulier les outils sur le web, que ce soit votre site web, mais également les outils utilisés pour communiquer, que ce soit les réseaux sociaux, une chaîne YouTube ou n'importe quel site Internet sur lequel vous pourriez partager des informations, des données relatives à votre organisation, relatives à son activité, encore une fois, aux personnes impliquées, collaborateurs, donateurs, partenaires, personnes dont on s'occupe, etc., etc. Vous vous appuyez sur un certain nombre d'applications, soit vous avez mis en place vous-même, vous avez créé un site web, etc., etc., soit des applications mises à disposition de façon gratuite. Il y a de plus en plus d'outils no-code qui sont utilisés pour faire des services en ligne de façon simple. Tous ces outils, il faut les protéger, notamment pour ne pas être victime d'une usurpation d'identité, ou bien de ce qu'on appelle un defacing. Le défacement, c'est lorsque le site Internet est modifié par un attaquant,
coup, à la place d'avoir votre logo, vous avez le logo d'une organisation terroriste ou un message d'activiste contraire à vos pratiques. Donc, pour éviter tout ça, un des premiers points, c'est de protéger, de sécuriser les logiciels que vous utilisez. Par exemple, pour votre site web, vous utilisez peut-être un outil répandu sur le marché de CMS, des outils pour mettre en ligne des contenus. Il y a des choses comme WordPress, Joomla, Magento et bien d'autres. Le premier élément, ça va être de changer le mot de passe par défaut. Ça paraît être une évidence, mais quand vous allez installer le logiciel, il va y avoir un compte admin pour accéder aux pages de gestion du site, les pages où on peut rajouter un article, on peut rajouter un contenu. Évidemment, si le mot de passe, c'est admin 123, ce n'est pas un bon mot de passe. Si le mot de passe, c'est password, si le mot de passe, c'est le nom de l'organisation, tout ça, c'est facile pour un attaquant, d'autant plus que souvent, les pages d'administration sont accessibles sur Internet parce que c'est plus facile. On va aller sur votre site Internet, on va prendre site internet.net.org.fr/admin/backoffice/backend et là, on va avoir une fenêtre de login mot de passe et on va tenter admin password et assez souvent, c'est facile de rentrer, d'autant plus que les mots de passe par défaut de ces logiciels sont connus, sont assez facilement récupérables sur Internet. Donc, changer les mots de passe par défaut, c'est une première étape de base. De la même manière, d'ailleurs, si vous installez une borne Wi-Fi dans vos bureaux, vous changez le mot de passe par défaut du Wi-Fi. Par rapport aux autres outils en ligne, on rebondit sur la partie authentification et MFA. Encore une fois, sur vos réseaux sociaux, si votre organisation a un compte Facebook, Instagram, etc., vous mettez un mot de passe robuste et même, en fait, vous activez le MFA. Encore une fois, ce sont des choses nativement disponibles. Et évidemment, sur l'outil particulier du module de paiement, qui est un élément évidemment particulièrement sensible dans vos organisations, dans votre chaîne un petit peu d'outils numériques, évidemment, il faut choisir un prestataire de confiance. Alors, comment on va définir le prestataire de confiance? Ça peut être assez compliqué de le définir, mais tout simplement, déjà de se dire qu'il va falloir aller chercher le prestataire qui peut peut-être être recommandé par la banque, qui peut être utilisé par pas mal d'autres organisations. Il y a tout un tas de labels ou d'éléments de conformité pour le paiement par carte bancaire. Par exemple, on va parler de PCI DSS, qui est l'ensemble des exigences à respecter quand on fait du paiement par carte. Encore une fois, sans rentrer, ce n'est pas à vous de devenir expert du paiement en ligne, mais il faut vraiment se dire que le module de paiement, on va pas le faire soi-même, ce n'est pas une bonne idée. Il faut s'appuyer sur des tiers et il va falloir chercher un prestataire de qualité et il y en a, on pourra partager des noms, il y en a suffisamment. Et justement, vos partenaires, vos prestataires doivent également contribuer à votre sécurité. La sécurité de l'ensemble, c'est toujours la sécurité du maillon le plus faible. Si c'est un de vos partenaires qui n'est pas sécurisé, c'est par là que le mal peut entrer, c'est par là que l'attaque peut se faire. Par exemple, si votre site web est géré par un hébergeur qui n'est pas professionnel et qui a des mots de passe un petit peu trop faibles, qui n'a pas des bonnes pratiques, qui ne va pas patcher ses serveurs, qui ne va pas faire de sauvegarde, si l'hébergeur a un problème, vous pourriez être victime évidemment de l'attaque sur l'hébergeur par rebond, vous pourriez être une victime collatérale. Donc, c'est extrêmement important que vos prestataires soient également des contributeurs actifs dans cette démarche de sécurité. Et le premier point, c'est que d'intégrer, quand il y a des contrats, et il faut évidemment passer par des phases de contractualisation, d'intégrer des clauses de sécurité. Il y a des clausiers disponibles sur Internet, par exemple sur le site de la CNIL, et il y a des clausiers qui peuvent se trouver assez facilement pour récupérer de l'information. Ça va être tout simplement déjà de dire que votre prestataire doit vous prévenir, doit vous alerter, signaler une faille de sécurité. Ça va vous permettre de réagir. Vous devez également avoir des clauses, par exemple, d'auditabilité. Ça vous permet de mener un audit sur le prestataire pour être sûr qu'il travaille de façon sécurisée et de façon professionnelle. Il y a également des clauses de réversibilité qui vont vous permettre de récupérer vos données à la fin du contrat si ça ne se passe pas bien ou si vous êtes amené à changer de prestataire. Donc, tout ça, c'est des choses qui existent, qui peuvent faire un petit peu peur parce que là, on mélange de la cyber, du juridique, du technique, du non technique, mais ça n'est pas si inaccessible que ça. Il y a pas mal d'éléments disponibles sur Internet. Donc, c'est quelque chose qu'on vous invite à faire, ne serait-ce que poser la question à vos différents partenaires et prestataires. Qu'est-ce que vous faites en matière de sécurité? Comment vous respectez le réglementaire? Comment vous protégez les données? Rien que poser la question, déjà, c'est très intéressant. Ça va vous permettre de voir un petit peu s'ils sont à côté de la plaque ou s'ils prennent le sujet à bras-le-corps. Je sais qu'on y reviendra, Benjamin, sur le facteur humain, mais
Nous, en tant que partenaire d'associations et de fondations, c'est vrai que parfois ça nous arrive, et je le dis parce que ça paraît un peu bête de dire le mot de passe c'est admin 1, 2, 3. En fait, c'est déjà arrivé quand nous ouvrons des accès pour déployer des campagnes et notamment des mini-sites de campagne. On se retrouve confronté à ce type de mot de passe qui parfois va être communiqué dans le même mail que le reste des informations de connexion. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais là, effectivement, il y a potentiellement une faille de sécurité. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point, c'est aussi penser, et ça en interne ou avec vos partenaires, à vérifier de temps en temps qui a accès à quoi. Je sais que tu y reviendras, Benjamin, mais parce que souvent, et pas plus tard qu'hier, en discutant avec une association qu'on accompagne, on s'est aperçu qu'il y avait encore des administrateurs qui ne faisaient plus partie de la société, qui en l'occurrence avaient été des alternants à un moment et qui maintenant avaient leur propre entreprise, qui avaient encore accès et avaient encore des droits pour aller sur les comptes Facebook, Instagram, etc. Donc ça, c'est aussi voilà, des choses en interne et effectivement auprès des partenaires. Ce que dit Benjamin là est très vrai dans le rush de nos métiers au quotidien. Parfois, on ne pense pas à voilà, juste se poser et se dire est-ce que j'enverrai pas le mot de passe par SMS plutôt et est-ce que de temps en temps, je ne jetterai pas un œil à qui a accès à quoi parce que vos entreprises bougent, vos entreprises sont vivantes et il y a des arrivées, des départs. Tout à fait. C'est effectivement, encore une fois, des réflexes qu'il va falloir mettre en place, qui au début vont être un petit peu, c'est pas pénible, mais disons que c'est pas le comportement souvent de base. Hein. Et c'est vrai qu'on a envie d'envoyer le login et le mot de passe par mail parce que c'est plus simple. Évidemment, si vous faites une erreur de mail, si le mail est forwardé ou récupéré par un tiers, on a d'un seul coup l'URL, le login, le mot de passe. Donc autant filer vos clés, votre carte bleue et le code de carte bleue à l'attaquant, quoi. Alors que voilà, si on prend quelques minutes pour envoyer par mail juste le login et par SMS le mot de passe, ça fait 2 canaux de partage de l'information et du coup, ça complexifie beaucoup la capacité pour un tiers malveillant de récupérer les informations. Et cette revue des accès aussi, elle est importante. Hein. Virginie l'a bien souligné. Les organisations bougent, il y a des partenaires, il y a des contrats, des CDD, des stagiaires, des alternants, des gens qui vont, qui viennent, et on a tendance parfois à facilement ouvrir les accès, mais on ne les ferme jamais. Et donc, voilà, on n'a pas envie qu'un collaborateur qui s'est fâché, qui est parti en mauvais termes, un soir de colère, supprime vos données. Ça, c'est vu dans des organisations, hein, des gens qui ont accès aux données qui vont tout supprimer, ou même des gens qui vont aller filer des accès, de récupérer les données et les donner à un tiers ou à un concurrent, entre guillemets, si le terme peut s'appliquer. Donc voilà, c'est des choses à mettre en place, une revue tous les mois, tous les trimestres, ou un réflexe, voilà, quand il y a quelqu'un qui quitte l'organisation, qui change de job, on s'assure que les accès passés, s'ils sont plus nécessaires, sont fermés et que les nouveaux accès se font sur le besoin strict de l'activité de la personne. Hein. Dans le jargon cyber, on parle du besoin d'en connaître. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à tout. Vous avez besoin d'accéder à vos informations pour votre activité et pas besoin d'ouvrir plus de portes que nécessaire. L'autre point hyper important, et vraiment on ne vous le souhaite pas, hein, mais malheureusement il va falloir se préparer. Et je tiens à dire que si vous êtes attaqué dans l'après-midi, ce n'est pas nous. On a suffisamment d'activités, on ne génère pas de business comme ça. Malheureusement, ça peut arriver, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe en cas de crise? C'est une réalité, ça arrive beaucoup, ça arrive souvent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, le premier élément, ça va être de caractériser, de comprendre en fait qu'il se passe quelque chose. L'ordinateur a un comportement erratique, le réseau est ralenti, il se passe des trucs bizarres, il y a des fichiers qui changent de nom, etc., etc. Il faut voilà, se dire, tiens, ça, c'est pas juste un petit bug, c'est potentiellement un pépin, une attaque, un problème de cybersécurité. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, à demander aux collègues, aux différentes personnes. Toi aussi, tu as un truc bizarre, tu as vu ci, tu as vu ça, pour qualifier le problème. Et si vous avez un doute avéré, il ne faut pas attendre le lendemain de dire bon, je verrai demain, zut, il n'y a plus du tout de données. Il ne faut pas hésiter. Et souvent, la première étape, ça va être de se déconnecter, de se couper du monde. Ça va être tiens, là, l'ordinateur, je vais le déconnecter du Wi-Fi. Tiens, là, le serveur, si j'ai accès, je vais demander au prestataire ou bien je vais le débrancher du réseau.
Il faut déconnecter, notamment pour éviter que le virus, que l'attaquant se propage sur le réseau. Et le point important, c'est de ne pas l'éteindre. Pourquoi? Parce que quand on éteint, on peut perdre des données, des logs, des données techniques qui nous permettraient d'investiguer. Donc, il faut déconnecter du réseau, mais pas nécessairement éteindre. Et si vous n'avez pas fait de sauvegarde, bon courage, mais si vous avez fait des sauvegardes, il faut les vérifier. Parce qu'évidemment, certains attaquants s'en prennent directement aux sauvegardes, ou alors l'attaque qui se propage de façon automatique sur les ordinateurs, les serveurs, va aussi s'en prendre aux sauvegardes. Donc, il faut bien vérifier que les sauvegardes sont protégées le jour où vous avez une suspicion d'attaque. Et une des bonnes pratiques pour éviter le pire, ça va être de faire des sauvegardes déconnectées sur un disque dur externe ou sur un serveur qui n'est pas directement relié à votre réseau, sur un serveur de secours, par exemple, chez un autre hébergeur. Ensuite, il va falloir communiquer en interne. La première étape, c'est l'interne. C'est d'expliquer à tout le monde qu'il s'est passé un truc pas normal, qu'on est en train d'analyser et que potentiellement, l'activité va être impactée parce qu'on va couper le Wi-Fi, parce qu'on va couper le site web, qu'on va couper les mails, etc., etc. Et dès que vous voyez clair, il faut communiquer en externe. Évidemment, il ne faut pas aller trop vite dans un cas comme dans l'autre. Si c'est une fausse alerte, il ne faut pas faire peur à tout le monde, même si ça peut faire une petite piqûre de rappel de sensibilisation. Et vis-à-vis de l'externe, il faut attendre d'y voir clair, mais il ne faut pas non plus mettre ça sous le tapis. Il y a beaucoup d'organisations, surtout des entreprises, qui ont tendance à avoir honte. La cyberattaque est une maladie honteuse. Non, ce n'est pas le cas. La cyberattaque, c'est une réalité. Il n'y a pas de raison de le cacher. Il faut communiquer de façon raisonnable, raisonnée évidemment, mais il faut expliquer que on a été victime d'une attaque, qu'on est en cours d'analyse, qu'il y a peut-être des données qui ont été sollicitées. Et il faut rassurer les parties prenantes d'abord et parfois communiquer plus publiquement parce que souvent, beaucoup de spécialistes de la cyber ou de journalistes spécialisés ont tendance à dire « Tiens, c'est bizarre, ce serveur ne répond plus, il a dû se faire attaquer ». La semaine dernière, il y a par exemple l'hôpital de Brest, si je ne m'abuse, qui a été victime d'un problème informatique et sur les réseaux sociaux, ça a été traduit par une cyberattaque. Alors que c'était juste une bonne vieille panne, entre guillemets, il y a eu une indisponibilité, il y a eu des rumeurs et ça s'est vite transformé en une cyberattaque et c'est parfois extrêmement compliqué pour une organisation de rétablir la vérité. Donc, il faut faire attention, mais s'il y a un pépin, il faut communiquer. Si c'est vraiment très compliqué parce que vous n'avez plus du tout l'accès, vous voyez que les serveurs font n'importe quoi, les ordinateurs font n'importe quoi, il faut demander l'aide d'une structure spécialisée. On appelle ça un CERT, Computer Emergency Response Team, donc CERT, c'est l'acronyme technique pour désigner les équipes de réponse à incidents, qui sont un peu les cyberpompiers qui vont vous aider. Alors, évidemment, ça a un coût, mais ce sont des gens qui vont vous permettre de reprendre la main sur votre informatique et de reconstruire, de redémarrer le système d'information. Il faut savoir que malheureusement, une crise majeure, ce n'est pas quelques heures, ça peut être quelques jours, voire quelques semaines. Donc, c'est quelque chose qui peut faire mal. Donc, il faut savoir être épaulé par des professionnels, par des spécialistes. Il faut, si on a des doutes, il ne faut pas essayer de tout réparer soi-même parce que ça peut être des choses complexes. Et l'autre point extrêmement important, deux choses, c'est porter plainte. Dès que vous avez une attaque avérée, même si vous avez un doute, il faut porter plainte pour deux raisons. D'une part, parce que ça peut vous permettre d'être, si vous avez une assurance cyber ou autre, d'être indemnisé. Ça peut vous permettre d'avoir des aides d'une manière ou d'une autre, même si malheureusement, il n'y a pas non plus énormément de choses toujours à récupérer. Et puis aussi, pour la cyber en général, il n'y a pas assez d'organisations qui portent plainte et du coup, la judiciarisation des cyberattaques est complexe. Et plus les organisations victimes vont porter plainte, plus les forces de l'ordre auront de la matière pour investiguer, pour analyser et pour stopper les attaquants. Et puis évidemment, on ne fait pas justice soi-même, on ne contre-attaque pas parce que d'une part, c'est illégal. Il y a des pays dans lesquels c'est légal. Pour information, peu de temps après l'invasion de la Russie, l'Ukraine a légalisé ce qu'on appelle le hackback, la contre-attaque. Ça n'est pas une bonne idée parce que peut-être que vous allez énerver encore plus l'attaquant qui va taper encore plus fort. Et puis parfois, en voulant contre-attaquer, évidemment, on peut faire des bêtises, on peut aller s'aventurer sur des réseaux obscurs, le dark web pour récupérer un virus ou une technique d'attaque pour s'en prendre à l'attaquant. Si on n'est pas un spécialiste, ça n'est pas une bonne idée et même les spécialistes ne contre-attaquent pas. Ça ne se fait pas, ça n'est pas une pratique légale et autorisée. Donc voilà, en cas de crise, on reste calme, il faut se préparer malheureusement à des journées difficiles
il faut communiquer, il faut intégrer la dimension humaine de la gestion de crise parce que c'est à la fois de l'orchestration problématique d'investigation technique, mais c'est aussi la prise en compte de l'humain, l'impact sur les équipes qui ne peuvent plus bosser, l'impact sur les gens qui pensent avoir fait une bêtise et être à l'origine du problème, l'impact sur les donateurs, par exemple, qui ont peur pour leurs données. Donc, il faut rassurer, il faut communiquer de façon transparente, sans évidemment révéler de secrets sur le fonctionnement, les logiciels, parce qu'il ne faut pas non plus que ça donne de la matière pour un attaquant pour faire un surincident, mais c'est quand même important de communiquer pour rassurer votre écosystème. Pour éviter tout ça, évidemment, donc il y a tout ce qu'on vous a raconté, il y a un point extrêmement important qui est le facteur humain. Assez souvent, on a coutume de dire en riant dans la cyber que le gros problème est toujours entre la chaise et le clavier. Donc, je vous laisse imaginer qui est-ce qu'il y a entre la chaise et le clavier. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce composant soit le plus fort, le maillon fort de la chaîne de sécurité et pas le maillon faible. Il ne faut pas que le problème vienne de l'humain, même si évidemment, on est toujours malheureusement soumis à un petit coup d'inattention, un petit coup de fatigue. Donc, on peut cliquer par erreur, on peut se tromper. Mais justement, on va faire en sorte qu'on va aider, sensibiliser, accompagner les personnes vers des usages un peu plus sécurisés. Le premier point, c'est de se dire que malheureusement, mais c'est une bonne nouvelle pour les gens passionnés comme moi, la sécurité, c'est sans fin. Il va falloir régulièrement en parler, remettre le sujet sur la table parce que les techniques d'attaque évoluent, parce que vos systèmes d'information, parce que l'informatique évolue et régulièrement, il faut prêcher, rappeler la bonne parole. L'actualité aussi peut être un facteur qui va générer des nouvelles communications parce qu'il peut y avoir une campagne d'attaque sur certaines organisations, parce qu'il y a un élément géopolitique qui va faire une augmentation de la menace cyber. Donc régulièrement, il faut remettre ce sujet à l'ordre du jour des communications. Et tout ça, ça passe donc par de la sensibilisation, notamment, par exemple, à l'arrivée de nouveaux collaborateurs ou bien une fois par trimestre, par semestre, si vous avez des réunions d'équipe, etc., etc. On rappelle, il y a beaucoup de littérature accessible gratuitement sur Internet, des fiches de bonnes pratiques, ce webinaire, le support par exemple, on pourra vous envoyer les éléments. Juste rappeler qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les mots de passe, qu'on contrôle les accès, qu'on fait attention aux sauvegardes, qu'on ne choisit pas des logiciels un petit peu n'importe comment, pas sécurisés. C'est beaucoup, beaucoup de bon sens. Malheureusement, parfois, on le perd un peu en route parce qu'on est pris par le quotidien, parce qu'on veut mettre en ligne un site web, parce qu'on veut finir un projet. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexes simples qui peuvent être mis en place pour éviter le pire et éviter d'être une ligne de plus dans la longue liste des organisations victimes de cyberattaques. Et ça peut être aussi, il peut y avoir une aide de la part de vos services IT j'ai en tête quelque chose qui enquiquine tout le temps, mais qui est là effectivement pour sécuriser, comme le dit Benjamin, c'est le fait d'obliger à changer une partie de ses mots de passe tous les X mois, voilà, on va pas faire toutes les semaines non plus, mais où à un moment je me connecte et là je suis dans l'obligation, parce que j'ai dépassé le délai, de redéfinir un mot de passe. Donc ça peut être voilà, aussi un appui pour diffuser ces bonnes pratiques-là, en disant, voilà, à un moment, il faut de temps en temps penser à changer ce qui est en place pour éviter toute faille. Effectivement. Voilà ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui pour faire en sorte effectivement que tout se passe au mieux pour vos associations et fondations, en tout cas en évitant ce caractère facteur humain. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre dans le chat. C'est vrai que pour nous, voilà, la cybersécurité est un incontournable et c'est notamment pour ça qu'on s'est adossé à Advance, qui est quand même une organisation très robuste sur ce sujet-là et un vrai expert en la matière. Si vous avez des questions, on y répond maintenant. Si vous avez d'autres choses qui vous viennent par la suite, voilà, qui mûrissent dans votre esprit au cours de discussions au sein de votre fondation, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous avez ici mon adresse email. Il n'y a pas de questions bêtes, comme on dit. Il ne faut pas hésiter à déchiffrer tout ce sujet parce que voilà, parfois, ça peut être un petit truc de rien du tout qui peut devenir la source d'un gros problème. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour échanger sur ce vaste sujet, mais qui devient un incontournable.
Eh bien, a priori, nous avons été totalement clairs et tu l'as été, Benjamin, puisqu'il n'y a pas de questions qui apparaissent dans le chat. On vous remercie pour votre participation. On vous transmettra le replay, il sera diffusé voilà, pour que vous puissiez en reprendre connaissance au besoin ou le partager au sein de vos associations. Merci à tous. Merci, bonne journée, à bientôt. Très belle journée.